La rumeur est un défi à la pensée. Son lexique, ses noms, colportage, calomnie, commérage, ragot, on-dit, fausse nouvelle ou fake news, bruit public, légende urbaine, théorie du complot, tous ces noms, tout ce lexique ne cesse de déborder ou de déplacer les limites qu'on voudrait assigner à la rumeur, si bien que le concept de rumeur est toujours sur le point de basculer en un concept rumeur, comme si le concept lui-même faisait un peu de bruit, comme si son extension mouvante brouillait son intention, introduisant une sorte d'effet de bouger dans sa compréhension. J'aimerais néanmoins tenter d'avancer quelques hypothèses sur la rumeur, précisément dans ce qu'elle a d'insaisissable ou de métamorphique. Et j'aimerais le faire d'abord sous la forme d'un hommage à un grand penseur qui fut aussi un ami et que Yann a mentionné, Jean-Luc Nancy, qui nous a quittés l'an dernier. Jean-Luc aura rarement écrit, je veux dire littéralement inscrit, le mot rumeur. Mais si on y prête l'oreille, on l'entend bruire un peu partout, comme un bruit indistinct qui n'affleurerait pas, si ce n'est exceptionnellement, à la surface vigile de ces textes, tout en grondant en continu, quoique sourdement, quelque part derrière. La rumeur n'est jamais bien loin lorsqu'il y va de l'être avec, du koum, de la communauté. Peut-être est elle-même le fond sans fond depuis lequel tout être ensemble s'enlève. Les seules pages que Jean-Luc a explicitement consacrées à la rumeur, sous ce nom et sous ce titre, sont une réponse à l'invitation du critique d'art Hans Ulrich Obrist, qui lui avait demandé de contribuer à une collection de textes sur ce qu'on appelle parfois des légendes urbaines, urban rumors. Rumoration, c'était le titre de la réponse de Jean-Luc, a été repris 10 ans plus tard, en 2011, dans le recueil intitulé « La ville au loin ». On y tombe sur la question la plus frontale, vous allez le voir, au sujet de la rumeur. Qu'est-ce que la rumeur ? Demande Jean-Luc. Mais la rumeur se refuse pourtant, refuse de se laisser saisir, de se laisser arrêter, vous le verrez, dans une phrase, dans un énoncé stable. À peine est-elle dite ou désignée qu'elle change aussitôt d'aspect ou de consistance, comme si elle se transformait avant même d'avoir eu le temps de prendre forme. Rumoration, titre donc du texte de Jean-Luc, s'ouvre in medias res à la manière d'un travelling, à la manière d'un mouvement ambulatoire où la rumeur est aussitôt emportée. Je cite, « Je marche dans la rue cherchant une phrase. Pour ouvrir un texte que je dois écrire, il me faut cette phrase. Le texte doit parler de la rumeur. Qu'est-ce que la rumeur ? Je pense à l'ère de la calomnie du Barbiere di Siviglia. J'entends la musique, elle se joue dans ma tête. Incomincia a sussurrar, piano piano, terra terra, sottovoce. » À peine nommé donc pour être interrogé dans son essence, qu'est-ce que la rumeur ? La rumeur donne le change et devient un air chanté venu de l'opéra de Rossini. Mais ne pouvant pas plus s'installer dans le médium de la musique que dans celui du langage, elle tend déjà à revenir vers le langage, à redevenir un début de discours articulé. Piano piano, terra terra, sottovoce. Je marche en cherchant à faire venir une phrase au rythme de la musique ou de mes pas. Je cherche à utiliser la marche et la familiarité usée de la ville pour m'isoler dans ma tête et profiter de la marche pour avancer mon travail. La rumeur, donc, oscille dans le texte de Jean-Luc. Elle balance, elle chancelle dans son cours entre énonciation et énoncé, entre dire et dit, entre pur bruissement et parole à l'œuvre en quête d'un sens. Or, cette vacillation, que rien ne stabilise encore, voilà qu'elle passe maintenant d'une langue à une autre, du français à l'anglais, à l'italien et retour. Je cite, « Je cherche à profiter de la marche pour avancer mon travail, je perds ma question, je pense à autre chose,
le sens français de rumeur, anglais de rumor, s'est perdu dans le sens italien de rumore, qui désigne le bruit. Mais en français, rumeur désigne aussi le murmure ou le grondement. Fin de citation. Et puis, le temps de repasser un instant par la musique de l'air de Rossini, la musique orchestre les bruits de la rue et les teste di cervelli fa stordire et fa gonfiare. Le temps donc de repasser par la musique, la rumeur semble maintenant cristallisée en une image devant les yeux du marcheur ou flâneur qu'est Jean-Luc ici. Une affiche, écrit-il, accroche mon regard sur la paroi d'une halte d'autobus. Un demi-siècle plus tôt, en temps de guerre, l'affiche en question aurait pu être l'une de celles que l'on trouvait placardées pour avertir le public, pour avertir le passant, le quidam, c'est-à-dire ces sujets par excellence de la rumeur, on pourrait même dire ces sujets par excellence à la rumeur, pour les avertir des dangers que font courir les bruits qui courent. Listen, someone told me and I saw, I hear that, etc. Pouvait-on lire sur cette affiche qui est conservée à la Library of Congress et qui a été imprimée entre 1941 et 1945. Elle était diffusée, comme tant d'autres affiches du même genre, pour prévenir la propagation de rumeurs dangereuses pour la sécurité nationale en temps de guerre. C'était aussi l'époque des rumor clinics, ces rubriques qui se sont multipliées dans les quotidiens. La première est apparue en 1942 dans le Boston Herald pour désamorcer les rumeurs en les analysant et en les soumettant à l'épreuve des faits. Vous pouvez y reconnaître les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les fact-checks, par exemple, dans le New York Times, ou bien les décodeurs dans Le Monde, ou bien le service Désintox dans Libération. Et alors, ces cliniques de la rumeur côtoyaient souvent des publicités, comme ce fut le cas notamment dans les pages du magazine Life, où l'explication de leur fonctionnement, à droite, fait écho à l'annonce d'une promotion sur une brassière. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur cette page de Life, en octobre 1942, sur le slogan de la publicité « Discriminating Women », avec son soupçon quand même de double sens, et surtout sur la distribution genrée des rôles ici, l'homme à droite tenant le livre, ou les assemblées d'hommes qui sont représentés comme engagés sur le front de la guerre contre les rumeurs, tandis que la mère de famille, que vous voyez en haut à droite, écoute et se laisse tour à tour tromper ou détromper. Cette collusion, d'ailleurs, j'y pensais ces jours-ci, entre la volonté de maîtriser, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, et la logique patriarcale, prend évidemment une singulière et sinistre résonance dans l'après-coup de la décision de la Cour suprême américaine ce 24 juin 2022. L'affiche qui ponctue, je reviens au texte de Jean-Luc Nancy, Rumoration, l'affiche qui ponctue sa déambulation appartient au même genre que la publicité dans Life. Une affiche, écrit-il, accroche mon regard sur la paroi d'une halte d'autobus, c'est une publicité pour de la lingerie. Et c'est cette affiche donc qui, d'une part, va reconduire le marcheur vers ce qui aimantait sa quête, à savoir la rumeur. Qu'est-ce que la rumeur? Mais c'est elle aussi qui, d'autre part, et en même temps, le détourne, les conduit, refusant à la rumeur polymorphe le statut, la station ou la stance d'un sujet au sens plein et stable du terme. Je cite, « L'image est accompagnée d'une légende qui énonce « Apprenez-lui la méditation ». Je pense que je suis justement en train d'essayer de méditer la formation d'une phrase. Je reviens à mon sujet. Peut-être n'en ai-je même pas encore fait mon sujet. C'est juste un murmure dans ma tête. Je pense que la rumeur est le plus souvent malveillante, médisante ou calomnieuse. » Fin de citation. Dans cette promenade ou cette flânerie en quête d'une phrase, qu'est rumoration, je marche dans la rue cherchant une phrase, dans ces phrases qui elles-mêmes se suivent, en allant à la rencontre d'une phrase à venir, la rumeur est fuyante,
Elle se lève, elle rumore, pourrait-on dire. Le verbe rumorer, c'est un verbe qui est attesté en moyen français comme signifiant faire du bruit. Elle bruisse à chaque instant, et pourtant elle ne cesse d'échapper, elle qui résiste à se laisser assujettir, à devenir l'objet d'un discours, un thème, ce sur quoi pourrait porter l'interrogation du penseur ou de la pensée en marche. Peut-être n'en ai-je même pas encore fait mon sujet. La rumeur rumore, en somme, mais sa rumoration passe d'un médium à l'autre. Elle se déforme sans cesse, déjouant toute prise de forme, comme si elle consistait ou insistait précisément dans l'entreforme. On minimise souvent la puissance de la rumeur, on la balaye d'un revers de la main, on la considère comme négligeable, comme indigne que la pensée s'y arrête. Jean-Luc, au moins une fois, aura lui aussi cédé à cette tentation. À une question qu'on lui posait en 2018 sur, je cite, une espèce de régime de mensonges qui s'installerait avec la multiplication des fake news, par exemple, ou le mensonge utilisé comme arme dans les élections américaines, eh bien, il a répondu, je le cite, « Je ne crois pas trop à ça. Je vois bien que cela se répand beaucoup. Les fausses nouvelles ont toujours existé. Je comprends même mal pourquoi on se focalise sur cette ébullition des fausses nouvelles. Nous sommes bien sûr dans un monde où une telle quantité d'informations se propage à tout moment que sans arrêt, il circule absolument tout et son contraire. De ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont autant mauvais que bons. Ils permettent une communication instantanée, très rapide, et en même temps, ils diffusent n'importe quoi. » Fin de citation. Alors je me demande, est-ce que ce serait une simple question de quantité, d'échelle, de masse, entre ce qui s'appelait dans l'Antiquité le logopoios, c'est-à-dire celui qui met en circulation des fausses nouvelles, celui qui les fabrique grâce à une composition de propos et de faits fictifs, tels qu'on les trouve décrits dans les caractères de Théophraste, probablement vers la fin du IVe siècle avant notre ère, entre donc ce logopoios et ces fausses nouvelles et les tweets ou les posts conspirationnistes d'aujourd'hui, par exemple. Est-ce que c'est juste une affaire de nombre, de portée dans la diffusion ? Je ne crois pas trop à ça, disait Jean-Luc. L'importance des rumeurs, sous les formes qu'elles prennent aujourd'hui, serait-elle elle-même de l'ordre d'une rumeur ? Cela se répand beaucoup, dit-il, comme si la rumeur était vouée à sécréter de la rumeur, sans fin et depuis toujours. Si en 2018, Jean-Luc a donc l'air de mettre sur un même plan toutes les fake news qui auraient circulé de Platon jusqu'à nos jours, les fausses nouvelles ont toujours existé, dit-il, il semble bien que dans Rumoration, en revanche, le texte par lequel j'ai commencé, eh bien, la rumeur dont il parle et à laquelle il prête l'oreille appartient à la ville moderne, à une époque où dans les rues, on peut se demander, comme il le fait, quel est le bruit de cette photo. Car le bruit qui court, le bruit qui se métamorphose en un air chanté, ou en une affiche, ou en une phrase, ce bruit relève de la parole quotidienne, dont Blanchot, dans l'Entretien infini, identifiait l'espace propre comme étant celui de la rue. Là où, écrit encore Blanchot, la dense présence des grandes agglomérations urbaines laisse croître l'un de ces admirables déserts que sont les villes mondiales. Difficile de dire pourtant comment la rue rumoreuse qu'évoque Blanchot se différencie de l'agora, du portique ou de la boutique, où le logopoios décrit par Théophraste passe toute sa journée à inventer des légendes urbaines. Difficile aussi de dire ce qui la différencierait, cette rue de la ville moderne, des agoras virtuelles, des forums de discussion où se répandent les fausses nouvelles d'aujourd'hui. Il est tentant de penser que la rumeur grecque circulait dans des rues qui, comme celle où un autre caractère décrit par Théophraste, l'orgueilleux,
rend ses arbitrages dans des rues qui appartenaient peut-être à un monde désormais oublié, un monde que Marc Bloch, l'historien, avait cru voir revivre, ressusciter dans, je le cite, la marche que suivaient presque toujours les fausses nouvelles au sein des tranchées de la Première Guerre mondiale. Marc Bloch écrit encore dans un extraordinaire texte consacré aux fausses nouvelles durant la Première Guerre mondiale. Il dit « Le soldat du front », il écrit ça en 1921, aura été ramené aux moyens d'information et à l'état d'esprit des vieux âges, avant le journal, avant la feuille de nouvelles imprimées, c'est-à-dire condamné à une sorte d'anachronique isolement d'avant les médias de masse, formant le terrain où Marc Bloch pense pouvoir observer une sorte de propagation des rumeurs à l'état pur, en quelque sorte, avant la naissance des médias de masse. Ce qu'on entend bruire dans la rue rumoureuse dont parle Blanchot, qui est peut-être la même que celle où Jean-Luc marchait en 2001, lorsqu'il commençait à écrire ce qui deviendra ce texte, Rumoration. Ce qu'on entend donc bruire, c'est ce qui n'a pas encore cristallisé ou pas encore pris forme. C'est une simple propagation qui n'est pas encore vraiment une propagande. Je cite Blanchot, « L'irresponsabilité de la rumeur, là où tout est dit, tout est entendu, incessamment et interminablement, sans que rien s'affirme, sans qu'il y ait réponse à rien, s'appesantit rapidement en donnant lieu à l'opinion publique, mais seulement dans la mesure où ce qui se propage devient, avec quelle facilité, mouvement de propagande, c'est-à-dire par le passage de la rue au journal, du quotidien en perpétuel devenir au quotidien transcrit, informé, stabilisé. » Alors ici, ce qui était distingué dans le terme grec ancien le terme latin, enfin qui vient du grec phémé, dans le terme latin phama, phama voulait dire aussi bien rumeur que opinion publique, eh bien Blanchot ici le sépare, Blanchot le distingue, il distingue entre rumeur et opinion publique, l'opinion publique étant une sorte de cristallisation de la rumeur. Et peut-être cette distinction pourrait-elle éclairer, aujourd'hui encore, la manière dont sur les réseaux sociaux, l'anonymat du bruit qui court se précipite, je dirais au sens chimique du terme, en un discours politicien. Je pense notamment à la tristement célèbre mouvance d'extrême droite connue sous le nom de QAnon, qui semble avoir commencé par un message anonyme signé Q, sur le forum 4chan, avant d'être régulièrement présente dans les messages retweetés par Donald Trump. Mais même si le passage qu'observe Blanchot du quotidien informe au quotidien imprimé pourrait nous le donner à penser, je crois qu'on aurait tort de croire que la configuration ou la conformation, c'est-à-dire la prise de forme discursive qui se saisit des rumeurs courant les rues pour les modeler, serait quelque chose comme leur devenir médiatique, c'est-à-dire la médiatisation d'un immédiat. Parce que la rumeur est déjà médiale. Il faudrait même dire plus exactement que la rumeur, c'est ce que suggère Blanchot, je vais vous le montrer dans un instant, la rumeur c'est une pure médiateté qui médiatise absolument. C'est ce que Blanchot décrit comme un mouvement neutre, je le cite, où le rapport semble réduit à sa pure essence, pur rapport de personne et de rien, écrit-il, dans un passage qu'il faut lire de près. La puissance de la rumeur, écrit encore Blanchot, n'est pas donc dans la teneur ou dans le contenu de ce qu'elle charrie, elle n'est pas dans la force de ce qu'elle dit, mais elle émane plutôt de ce qui se rapporte. Et là, je tiens à insister dans cette tournure passive qu'emploie Blanchot, sur ce pronom réfléchi, ce qui se rapporte. Donc la rumeur ne rapporte ou ne met en rapport rien d'autre qu'elle-même avec elle-même. Ce qui se rapporte, dit Blanchot, est donc la seule vérité,
incontestable, c'est d'être rapporté, précisément. En ce sens, la rumeur ne serait autre que la pure rumoration du médium en tant que tel, comme le donne à entendre Blanchot lorsqu'il prête l'oreille à ce qui bruit ainsi de soi et pour soi à travers les médias, en l'occurrence à travers la radio. Je le cite, c'est un passage assez frappant de l'entretien infini. Combien de personnes mettent en marche leur poste de radio et quittent la pièce, satisfaites de ce bruit lointain et suffisant? Cela est absurde, nullement. L'essentiel, ce n'est pas que tel homme s'exprime et tel autre entende, mais que personne en particulier ne parlant et personne en particulier n'écoutant, il y ait cependant de la parole, et comme une promesse infinie de communiquer, garantie par le va-et-vient incessant de mots solitaires. Fin de citation. Donc la question du rapport, voire de la complicité ou de la collusion de la rumeur et des médias se complique. Est-ce qu'il faut voir dans les dits médias quelque chose comme des voiries informationnelles, comme des canaux, comme des infrastructures propices à la propagation des rumeurs? Et si oui, faut-il y inclure la rue comme infrastructure médiatique? Ou bien l'agora, qu'elle soit réelle ou virtuelle, ou encore le forum, faut-il les inclure? Ou bien faut-il penser que la rumeur est elle-même une infrastructure, voire sa propre infrastructure, ce que l'on pourrait entendre de deux manières au moins, selon deux portées ou deux inflexions du préfixe infra. D'une part, on pourrait penser que la rumeur serait un soubassement, un fondement, donc une infrastructure dans ce sens, pour l'être avec ou pour l'être ensemble de celles et ceux qui partagent un dire plutôt qu'un dit. Mais d'autre part, on pourrait entendre aussi que la rumeur serait une structure inframince, j'emprunte ce mot de Marcel Duchamp, que peut-être vous connaissez, à savoir une structure imperceptible ou insaisissable, une structure échappant à toute thématisation, à toute représentation objectivante. Peut-être n'en ai-je même pas fait encore mon sujet, confiait Jean-Luc dans Rumoration, tandis qu'il tentait de prêter l'oreille à ce qui est juste un murmure dans ma tête. Alors, si sa seule vérité, comme l'écrit Blanchot, est le fait d'être rapporté, c'est que la rumeur est pur rapport à soi, en tant que différence d'avec soi. Jean-Luc dirait sans doute pur renvoi. Difficile dès lors de ne pas laisser se confondre, de ne pas laisser se surimprimer l'un sur l'autre la rumeur et le mythe, dont Jean-Luc a tant parlé. Le mythe qu'il qualifie d'immédiat média dans la communauté des œuvrés. Ce mythe qui est, dit-il encore ailleurs, dans Proprement dit, qui est un entretien très beau d'ailleurs sur le mythe, ce mythe qui est le murmure, dit-il, ou bien encore la parole de ce qui se dit soi-même et ne dit que soi. Le mythe, donc, comme ce que j'appellerai ici, en mémoire de Jean-Luc et de ce que fut notre amitié, parfois troublée d'ailleurs de quelques rumeurs, une rumémoration. Le mythe, dit-il encore, fait, il fait en disant, il feint, l'avant qui jamais n'a précédé. La rumeur mythifiante, Jean-Luc disait aussi mythante, la rumeur mythifiante produit ou sécrète donc son antécédent, son préalable, qui pourtant, en tant qu'il est à faire, reste à venir. Et c'est en ce sens que la rumoration a une texture, que je voudrais explorer brièvement maintenant, une texture où s'entrelacent ce qu'on peut décrire, j'emprunte deux termes à la linguistique, ce qu'on peut décrire comme, d'une part, un mouvement anaphorique et d'autre part, un mouvement cataphorique. Je vais les expliquer, ces deux termes.
Mais pour ce faire, je voudrais repartir des caractères de Théophraste, brièvement. Dans ces caractères que j'ai déjà cités, Théophraste fait reposer l'autorité ou la créance du facteur de rumeur, du logopoios, sur une série de garanties qui alternent, qui se relaient, qui réfèrent l'une à l'autre, sans que l'on puisse jamais vérifier ou attester leur validité, sans qu'on puisse jamais établir cette validité de manière stable et définitive. Je cite, « Et alors, ou bien c'est d'un tel soldat qu'il tient la chose, il c'est donc le logopoios, ou bien d'un esclave, d'Astéios, le joueur de flûte, ou bien de Lycon, l'entrepreneur. Dans ces histoires, il y a ainsi toujours des garants, anaphorai, qu'on ne saurait atteindre. » Fin de citation. Et je voudrais m'arrêter un instant sur le terme grec qu'utilise Théophraste pour désigner ceux qui apparaissent comme les témoins introuvables auxquels la rumeur, chaque fois, prétend attacher ou accrocher sa véridicité, à savoir anaphorai. Ce sont littéralement ceux auxquels on peut se référer, anaphéro en grec, ceux qui accréditent, en étant censés l'arrêter, le mouvement, phora en grec, de ce qu'on pourrait appeler la référence, et j'écrirai volontiers ce terme avec un A, un peu comme la différence d'Héridienne, la référence, le mouvement de la référence. Mais l'anaphora, ce n'est pas seulement le recours à quelqu'un ou à quelque chose qui puisse garantir l'autorité, à un témoin donc. Dans un traité sur la syntaxe plus tardif du grammairien grec Apollonius Discol, le mot anaphora désigne aussi le renvoi à un nom qui est en amont dans le discours et qui a déjà été utilisé, qui est donc connu. Je cite, « C'est en tant qu'il remplace un nom mentionné antérieurement que le pronom deviendra anaphorique, puisque le propre de l'anaphore, idioma anaphoras, c'est la connaissance seconde, donc la connaissance après coup ou dérivée, d'une personne mentionnée antérieurement. » Fin de citation. Parmi tant d'exemples possibles d'anaphores, je voulais vous en donner un, j'en ai fabriqué un peu comme un logopoios, un exemple qui pourrait avoir été entendu, qui pourrait avoir été attrapé au vol dans une conversation un peu rumoreuse. Voilà. On le lui avait pourtant bien dit. Les pronoms le et lui, bien sûr, que je souligne, renvoient ici respectivement à l'énoncé antérieur de la dite rumeur et à son destinataire précédent. En d'autres termes, comme le notait Émile Benveniste, je le cite, « l'anaphorique ne renvoie pas à la chose, mais à la notion antérieurement formulée de cette chose, si bien qu'il est le signe d'un signe. » Alors, le fait que ce sens grammatical ou syntaxique soit apparu bien plus tard que l'époque de Théophraste, parce que Apollonius Discol, que je citais, était actif à Alexandrie au IIe siècle de notre ère, alors que Théophraste écrit ses caractères au IVe siècle avant notre ère, ce décalage, disons, ne doit pas nous détourner de l'essentiel, à savoir que la structure autodéictique du discours, le discours désignant son cours antécédent, et la structure autotestimoniale de la rumeur, qui donc témoigne d'elle-même, eh bien, partagent la même anaphoricité fondamentale. Et d'ailleurs, je le note au passage, il est très frappant de constater que lorsque la rumeur, dans un moment très intéressant de son histoire, si tant est qu'on puisse parler d'histoire de la rumeur d'ailleurs, dans un moment très intéressant au début du XXe siècle, où elle commence à faire l'objet d'expérimentations scientifiques pour en saisir la nature, eh bien, la première de ces tentatives d'analyse de la rumeur cherche à reproduire avec exactitude cette anaphoricité constitutive dans des conditions qui sont pratiquement celles d'un laboratoire. Il s'agit d'une enquête qui a été menée par un certain Ludwig William Stern en 1902
Et c'est une enquête qui est décrite en annexe à son article fondateur sur la psychologie du témoignage. Son enquête suivait un protocole d'expérience très précisément codifié pour créer ce qu'il appelle une rumeur expérimentale, ein experimentelles Gerücht, dit-il en allemand. Et je voulais vous citer la description de ce protocole. Vous allez voir qu'il y est vraiment question de cette anaphoricité qui caractérise la rumeur. Donc Stern commence à raconter ainsi son expérience. J'ai imité les conditions de la rumeur en ceci que chacune des personnes participantes devait donner à la personne suivante ce qu'elle avait entendu de la personne précédente. J'interromps la citation pour noter que, aussitôt, vous allez le voir, dans cette imitation aseptisée, disons, dans cette imitation de laboratoire de l'anaphoricité de la rumeur, eh bien, Stern va introduire, sans même paraître le remarquer, une distorsion majeure, parce que, au lieu de la laisser se propager de proche en proche, à la manière d'une contagion, eh bien, Stern fait en sorte que chaque fois, à chaque tour, à chaque itération de la rumeur, ça repasse par lui. Je poursuis la citation. Le protocole était le suivant. J'ai noté en tant que sujet A, donc c'est l'expérimentateur qui est le sujet A, un petit fait divers policier que lentement et distinctement j'ai lu à un sujet B. Ceci s'est passé dans la matinée. B a eu pour tâche de coucher par écrit, l'après-midi du même jour, l'histoire telle qu'il se la rappelait. Un jour suivant, au matin, j'ai lu la déposition de B à un sujet C. L'après-midi, C rédigea de mémoire également un rapport de ce qu'il avait entendu, qui fut lu ensuite à un sujet D, et ainsi de suite. Fin de citation. Donc la rumeur de laboratoire, vous le voyez, revient sans cesse à l'expérimentateur, dont le récit est d'ailleurs ponctué par des « j'ai lu », et la dernière mention de la lecture adopte en fait faussement un ton impersonnel qui fut lu en laissant croire à une propagation anarchique, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et ce faisant, la première personne de l'expérimentateur, celui qui peut dire « j'ai lu », assure et affirme sa maîtrise sur la rumeur et sur ceux qui la rumorent, si j'ose dire. D'ailleurs, on apprend dans la suite de la description que tous les sujets de l'expérience étaient des étudiants de Stern, donc sous la direction du maître du jeu, qui était le professeur. Comme l'écrit encore Blanchot dans un passage de l'Entretien infini, que j'ai déjà lu en partie, je cite « La puissance de la rumeur », et je pourrais ajouter aussi bien du mythe ou de la légende urbaine, réside également en ceci qu'elle appartient à l'espace où tout ce qui se dit a toujours déjà été dit. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anaphoricité infinie de la rumeur. Mais Blanchot poursuit, je reprends la lecture de la phrase que je viens d'interrompre, elle appartient à l'espace où tout ce qui se dit a toujours déjà été dit, continue d'être dit, ne cessera d'être dit. Fin de citation. Donc, l'anaphore rumoreuse, c'est-à-dire ce mouvement qui remonte sans cesse en arrière, se double nécessairement de ce que, en empruntant un autre terme à la linguistique, on pourrait décrire comme une cataphore, c'est-à-dire un report ou une référence, avec un A, en avant. La phrase de Blanchot que je viens de citer donne d'ailleurs à entendre les deux ensemble, anaphore et cataphore. Je relis le début. La puissance de la rumeur n'est pas dans la force de ce qu'elle dit, et elle est ici un pronom anaphorique, renvoyant en arrière, c'est-à-dire à la rumeur déjà à l'œuvre dans la phrase, mais elle est en ceci, pardon, j'ai dû sauter quelque chose, oui, mais en ceci, et ceci joue donc en revanche le rôle d'une cataphore, annonçant ce qui vient après les deux points. En ceci, qu'elle appartient à l'espace où tout ce qui se dit, etc. etc. La formule
à la fois anaphorique et cataphorique. La formule donc anacataphorique par excellence de la rumeur ressemblerait peut-être à ceci. Oui, je le sais, je l'ai entendu, c'est incroyable, avec le, L' et C' qui sont des anaphores. Mais croyez-moi, je vais vous le dire, et le est cette fois une cataphore. C'est ainsi, sans doute, que se meut la rumeur, c'est ainsi qu'elle se rumémore sans cesse, à la fois en arrière et en avant d'elle-même. Je vais m'acheminer vers une conclusion. L'Énéide de Virgile décrivait rumeur, c'est-à-dire fama en latin, fama personnifiée, comme celle qui, je cite, croît par sa vitesse et acquiert des forces en avançant. Elle commence petite et craintive, puis bientôt s'élève dans les airs. Rumeur, dans l'Énéide, a donc quelque chose, je dirais pratiquement d'automatique ou d'automobile dans sa propagation, elle qui entretient, voire accroît sa force par son mouvement même. Et même si elle ne coupe pas tout contact avec la terre, Virgile écrit qu'elle marche sur le sol, tandis que sa tête se cache dans les nuées, eh bien, ce qui caractérise avant tout le mode de déplacement de fama, de rumeur, c'est le vol, c'est l'arrachement au fondement tellurique ou à l'ancrage. Je cite, « La nuit, elle vole entre le ciel et la terre, faisant entendre un bruit perçant au milieu des ténèbres. » La rumeur donc croît ou prolifère entre deux, dans l'écart d'un élément à l'autre, d'un milieu de vie à l'autre, entre ciel et terre. On dirait aujourd'hui qu'elle est polymédiale, qu'elle emprunte toujours plus d'un médium à la fois, et c'est pourquoi sans doute elle est aussi hétérochrone à elle-même, je veux dire elle se produit selon des vitesses différentes, comme en témoigne par exemple le récit de Plutarque au sujet de la victoire de Timoléon à Syracuse en 343 avant notre ère. Vous allez voir ce qui frappe dans ce récit, dont je vais citer juste un petit bout, c'est précisément cette hétérochronie de la propagation rumeureuse, c'est-à-dire les vitesses contrastées qui travaillent la rumeur. Je cite, « Non seulement le bruit fémé, qui est le même mot que le latin fama, non seulement le bruit de cette conquête remplit instantanément toute la Sicile et l'Italie, mais en quelques jours, la Grèce aussi retentit du renom de ce magnifique exploit, et la ville de Corinthe, qui doutait encore si sa flotte, la flotte qui avait été envoyée en renfort, avait passé en Sicile, apprit ou entendit, c'est akouein en grec, en même temps et le passage heureux de ces soldats envoyés en renfort et leur victoire. C'est vraiment très frappant, c'est-à-dire qu'il y a une asynchronie du cours ou de la course de la rumeur qui arrive à certains sans attendre immédiatement et à d'autres avec un délai plus ou moins important. L'adverbe qu'utilise Plutarque, cet adverbe homou en grec, qui veut dire ensemble, à la fois, en même temps, cet adverbe qu'il emploie pour décrire ce qui arrive synchroniquement aux oreilles des Corinthiens, eh bien, il est en réalité travaillé par une extrême disjonction temporelle. À Corinthe, comme on vient de le lire, eh bien, on reçoit simultanément, mais dans une sorte de simultanéité divisée, la nouvelle du débarquement des troupes en route vers le champ de bataille et en même temps celle de leur victoire qui est déjà arrivée. Enfin, quelques mots sur ce vol de la rumeur, pour finir. Ce vol de la rumeur qui vient de loin, d'une vieille tradition. Après Virgile, mais on trouverait aussi déjà des occurrences de la rumeur et de son vol chez Hérodote, ce motif de l'envol ou du caractère aérien ou atmosphérique de la rumeur passe notamment par Shakespeare, c'est un passage très célèbre de l'histoire d'Henri IV, Shakespeare qui fait dire à Rumor elle-même, dans le prologue de la seconde partie, je cite, « I, from the Orient to the drooping west,
making the wind my post-horse, still unfold the acts commenced on this ball of earth. Making the wind my post-horse. Mais je voudrais conclure avec un passage du Barbier de Séville. Ce passage, un passage du Barbier de Séville de Beaumarchais, qui a été adapté en opéra par Rossini et qui était ce qui hantait la déambulation rumoreuse de Jean-Luc dans Rumoration. Lorsque dans le Barbier de Séville, Beaumarchais reprend ce topos du bruissement de la rumeur, du bruissement venteux ou aérien de la rumeur, il lui donne une tournure hyperbolique où on entend cette polymédialité, c'est-à-dire cette circulation de la rumeur entre plusieurs médias, et aussi l'hétérochronie, cette espèce de différentiel de vitesse qui la travaille de l'intérieur. Ce passage, c'est la tirade de Basile, vantant la force de la calomnie, à l'acte 2, scène 8e, et il est ponctué, vous allez l'entendre, d'indications musicales de mouvement. Je vous le lis. D'abord un bruit léger, rasant le sol, j'ai gardé l'orthographe de l'époque. D'abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant l'orage, pianissimo murmure et file et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueil, et, piano piano, vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et, rinforzando, de bouche en bouche, il va le diable, c'est-à-dire il court très vite. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Fin de citation. C'est une page admirable où, au sein de cette croissance qui semble suivre un développement finalement simple et linéaire, pianissimo, piano, rinforzando, crescendo, une sorte de développement linéaire comme ça, eh bien, on assiste en réalité à une véritable pyrotechnie de verbes de mouvement qui ne cesse de plier et de tordre cette linéarité de l'amplification de la rumeur, qui ne cesse d'y introduire des contre-mouvements complexes et enchevêtrés. Raser le sol, courir, ramper, cheminer, se dresser, s'élancer, voler, tourbillonner, arracher, entraîner. Rarement, je crois, la rumeur calomnieuse aura été aussi polyrythmique et polymédiale, suivant un mouvement par saccade, un mouvement par à-coup, qu'il a fait sans cesse dévier dans sa trajectoire entre le sol et l'air, entre le sol et le vol. Peut-être c'est là ce qui a séduit Rossini lorsqu'il a proposé une adaptation opératique de ce passage, c'est-à-dire précisément cet air de la calomnie dont Jean-Luc s'est remémoré, j'ai envie de dire rumémoré, des bribes dans sa marche vers une pensée de la rumeur. La rumeur, en somme, et je conclus, on l'a vu avec Blanchot, ce serait une sorte d'archimédium, d'une part. S'il est vrai qu'elle est ce mouvement neutre où le rapport semble réduit à sa pure essence, pur rapport, dit Blanchot, de personne et de rien, si donc la rumeur n'est que rapport et rien d'autre, c'est-à-dire le rapport comme tel, indépendamment de ceux ou ceux qu'ils rapportent entre eux, alors la rumeur, je dirais, est absolument médiale. Elle est pur rapport, elle est donc absolument médiale, elle serait la médialité même. Archimédium, disais-je. Mais la rumeur en tant que médium pur, c'est-à-dire en tant que, justement, elle ne se réduit pas à sa teneur ou à son contenu informationnel, ou désinformationnel d'ailleurs, elle ne se réduit pas à la nouvelle, vraie ou fausse qu'elle charrie. Donc la rumeur en tant que médium pur, ce que suggère Blanchot, elle présente toujours aussi dans sa propagation un caractère différentiel
elle s'écarte d'elle-même dans ce que je proposais d'appeler son amphimédialité. Elle est toujours entre deux médias, hétérochrone à elle-même, travaillée par une différence de vitesse. Pensez par exemple à ce vol virgilien entre terre et air, ou bien à la différence de vitesse qui travaille l'adverbe en même temps chez Plutarque. Et cet écart, je crois, c'est ce qui fait d'elle un médium qui, en réalité, ne coïncide jamais avec lui-même. Et c'est la raison pour laquelle je propose de l'appeler, la caractériser d'une part comme un archimédium, mais un archimédium qui serait aussi et immédiatement un anarchimédium. Merci beaucoup. Merci Peter, merci beaucoup pour cette conférence très très riche et très forte et qui parle, je crois, à notre contemporanéité d'une façon directe, mais qui a remonté aussi d'une façon très riche dans une tradition de pensée remontant jusqu'aux anciens. Donc ça a été très fascinant. On a une dizaine de minutes pour recevoir des questions et pour la discussion. On m'entend bien? Je vais être le porteur du micro. J'ai évidemment des questions, mais je ne veux pas abuser de ma position. Oh, c'est vous. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a là. Tout en haut là. Monsieur Sandy, bonsoir. Je vous remercie. C'est un peu avec de l'émotion que je vous ai entendu parler de Jean-Luc Nancy, que j'ai entendu à Strasbourg. Et aussi, bien sûr, de Marc Bloch, un autre grand Strasbourgeois. Alors, ma question, j'ai bien entendu toutes les nuances de dynamique que vous mettiez, comme s'il y avait une dynamique interne à la rumeur. Voilà. Alors, moi, ce à quoi ça me fait penser en termes freudiens à la pulsion, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'aimerais savoir si vous faites un lien entre la rumeur et le désir inconscient, dont vous avez dit d'ailleurs, enfin, il y a eu beaucoup de citations qui allaient dans ce sens, ne serait-ce que le Barbier de Séville, qu'elle était le plus souvent malveillante, ce qui est quand même une mauvaise nouvelle. Voilà, donc le rapport avec le désir. Merci beaucoup pour cette belle question que je prends volontiers plutôt comme une suggestion. Je vous avoue que voilà, c'est une recherche que j'ai entreprise récemment sur ce que je suis tenté d'appeler l'archéologie de la rumeur, non sans hésitation, parce que justement, du fait de ce caractère aérien, atmosphérique, insaisissable, ça paraît difficile de l'aborder en termes archéologiques, c'est-à-dire en termes de fondement. Il faudrait plutôt, en pensant à un terme qui avait été utilisé par Foucault, parler d'une anarchéologie de la rumeur. Bref, vous me voyez essayer de gagner du temps. Je n'ai absolument pas pensé, je vous l'avoue très sincèrement, au rapport, comment ai-je pu ne pas y penser, au rapport entre la rumeur et la pulsion, et au rapport entre la rumeur et le désir. Je vais y penser. Oui. Je suis désolé de ne pas avoir une réponse prête, mais c'est vraiment... Merci pour ce que j'ai entendu et d'avoir remis mes pas dans ceux de Jean-Luc Nancy, dont même je peux supposer que c'était à Strasbourg, cette halte d'autobus. Oui. Voilà, donc un grand merci. En tout cas, c'est une très belle suggestion, vraiment. Ouais. Il y a une question par là.
Bonsoir. Oui, merci pour cet exposé très, très, très stimulant. Vous avez parlé de Blanchot et de la parole anonyme, etc. Si je ne me trompe, Blanchot s'oppose à Heidegger en ce moment. Heidegger est traitant par du on-dit, das Mann, etc., la tyrannie de la rumeur qui court, etc. Et pourquoi Heidegger s'y oppose? C'est parce que la rumeur est tyrannique. Si on voit les enfants dans la cour, etc., un dit quelque chose, soudain, les autres le croient aussi. Donc, je voulais juste demander, est-ce que Blanchot ne retombe-t-il pas dans cette tyrannie? Ou sinon, pourquoi? Et après, du côté de Jean-Luc, parce que je sais qu'il se déplace entre Blanchot et Heidegger, cette intériorisation dont parle Heidegger, est-ce que Jean-Luc pourrait être sensible à cela aussi? Mais je crois, merci pour cette question. Je crois que votre question, il me semble qu'elle émerge depuis le lieu de ce que Jean-Luc interrogeait beaucoup sous le nom de Mitsein, de l'être avec, dont il dit parfois que c'est une sorte d'impensé chez Heidegger. Et la rumeur, finalement, je dirais, la rumeur, c'est évidemment le Das Mann de Sein und Zeit, mais c'est au fond un Das Mann qui n'est pas si simple d'écarter comme une structure superficielle de l'être au monde. Et c'est un Das Mann qui est peut-être, j'ai utilisé ce mot d'infrastructure, c'est peut-être pas le bon mot, je ne sais pas, à moins de l'entendre peut-être effectivement avec cette nuance du Champienne, de l'infra, qui serait aussi l'inframince de ce qui est atmosphérique, de ce qui est justement pas de l'ordre du fondement, au sens du fondement de la racine, du Grund. Mais comment dire, oui, néanmoins une infrastructure dans le sens où c'est sur ce fond sans fond que s'enlève quelque chose comme un être ensemble. Voilà. Donc je pense effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec les termes dans lesquels vous formulez cette question. Il y a quelque chose là qui se joue déjà entre Blanchot et Heidegger, et je crois, pour Jean-Luc, même si finalement ce texte Rumoration, voilà, c'est un texte bref, c'est un de ces textes qui n'ont pas l'air de faire exactement ce qu'ils font. C'est un texte qui fait 2 pages et demie, qui a un ton un peu comme ça, entre l'autobiographie, la flânerie, ce qu'on pourrait être tenté d'appeler un peu trop rapidement un texte de circonstance. Mais en réalité, je pense qu'il touche à quelque chose qui est constamment présent dans la pensée de Jean-Luc et qui précisément se déplace entre Blanchot et Heidegger et tourne autour de cette question du Mitsein, dont on ne peut pas écarter le on. Il y a une question là de Eddie. Merci beaucoup, monsieur, pour cet exposé vraiment excellent et ces réflexions profondes. Ma question, c'est sans doute une question assez bête. C'est lié à la question de la... J'ai la terreur quand quelqu'un dit ça. Non, mais c'est lié à la question de la linéarité ou de la non-linéarité. Dans une de ces citations merveilleuses de Jean-Luc Nancy que vous nous avez analysé, il dit « profiter de la marche pour avancer mon travail ». Alors, c'est ce verbe « avancer » qui me fait penser, parce que moi qui étais un peu à la recherche de l'origine de la rumeur, vous avez dit, citant Théophraste, qu'il y a des garants qu'on ne saurait atteindre, hein, ou bien... c'était peut-être non, si c'est juste un murmure. Ah pardon, excusez-moi. C'était l'avant qui jamais n'a précédé. Hein. Donc, moi qui étais
à la recherche de cet avant, de cette cause, si vous voulez. Et c'était peut-être ces causes, je ne sais pas, dans votre analyse de ces pages du magazine Life, là, j'y avais vu quand même une analyse sociocritique qui avait, pourrait-on dire, oui, des origines socio-historiques qu'on pourrait clairement identifier. Mais dans une autre partie de vos réflexions, c'était comme si une approche qui mettrait l'accent sur des questions de commencement, de progression et de résultat et de fin, que ça, c'était pas envisageable, c'était pas possible. Merci beaucoup pour cette question. Vous mettez le doigt sur quelque chose de vraiment très délicat et très fondamental, de crucial même. D'abord, très vite sur le verbe avancer. Le verbe avancer, dans le cas de la rumeur, peut décrire effectivement son mouvement cataphorique qui s'entretient sans cesse de cette espèce de bouclage sur elle-même, qui la fait avancer, mais avancer nulle part. Alors que quand Jean-Luc parle d'avancer sa réflexion, là, il s'agit au fond déjà de canaliser quelque chose. Donc là, il s'agit d'une avancée qui serait un mouvement vers un objectif de la pensée, en quelque sorte. Donc il y a une avancée anarchique, disons, qui serait celle de la rumeur, et puis un mouvement en avant qui serait celui de la pensée à la recherche de quelque chose. Mais je pense que plus généralement, votre question met très justement le doigt sur le problème. En fait, les deux termes ou les deux pôles entre lesquels ma présentation n'a cessé d'osciller et qui me semblent tous les deux aussi nécessaires l'un que l'autre. D'une part, je crois fondamentalement, non seulement dans la nécessité, enfin même dans l'urgence d'une analyse historique, socio-historique de la rumeur, de ses conditions techniques, technologiques, médiatiques, des intérêts qui la motivent, etc. J'y crois absolument, de ses formes, des institutions qui l'exploitent, qui cherchent à la contrôler, etc. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi faire droit à ce côté radicalement, je dirais peut-être anarchique de la rumeur, qui ne cesse de défaire, et on ne le sait que trop, de défaire précisément les institutions, les trajectoires, les circuits qui la canalisent, y compris d'ailleurs en se retournant à chaque fois. Ça, c'est une constante de l'histoire des rumeurs, s'il y en a une. C'est une constante, c'est-à-dire que la rumeur se retourne, revient comme un boomerang. On trouve ça déjà chez les auteurs grecs antiques. Voilà. Quelqu'un met en circulation une rumeur, puis ça lui revient à la figure, et ça fait tout exploser. Donc il y a un côté aussi radicalement anarchique de la rumeur, voilà, qui résiste à son historicisation. Merci beaucoup. Merci. Alors, je regrette beaucoup qu'il va falloir s'arrêter là. Oui, Il ne me reste qu'à remercier encore une fois Peter Sandy pour son excellente conférence. Merci.